Deuxième partie de la rencontre avec Bernard de Montréal, janvier 1983. Le thème était 1983, année de partage. Et dans les dernières minutes, dans la première partie, Bernard de Montréal, on a parlé des ordinateurs et que dans un temps futur, l'être humain pourra entrer dans l'énergie de ce qu'aujourd'hui on appelle un ordinateur, mais qui sera différent très définitivement de ce qu'on a aujourd'hui comme ordinateur à partir du silicone. Il y aura d'autres énergies qui seront utilisées. Pourriez-vous nous parler déjà de ce que sera la nature de cette autre énergie? À la fin du cycle, la conscience de l'homme, qui est la conscience la plus élevée sur le globe, quand je dis la conscience de l'homme, je parle de la conscience d'un certain nombre d'hommes, sera réceptive à certaines énergies, c'est-à-dire que l'homme, son système inférieur, son système matériel, psychique, pourra se servir, utiliser une forme d'énergie qui existe dans l'universel, dans l'univers vaste. Et l'homme pourra transformer cette énergie, autrement dit, l'amener à son niveau. Et cette énergie-là sera canalisée à travers lui, autrement dit, l'homme deviendra un canal. Et parce que l'homme possède un corps matériel parfait, et parce que l'homme, à ce moment-là, ces hommes-là, auront accès à leur double, l'énergie passera des sphères indifférenciées vers le double à travers l'être humain. Donc, cette énergie-là sera sous le contrôle de la volonté humaine. Et c'est pourquoi l'homme, à ce moment-là, sera un être créateur, c'est-à-dire qu'il pourra commander à l'énergie. Et pouvant commander à l'énergie, il pourra la modifier à volonté. Et en la modifiant à volonté, il lui donnera les caractéristiques dont il a besoin pour faire ce qu'il aura à faire. Alors, l'homme pourra créer des énergies froides, des énergies chaudes, mais ces énergies-là seront froides non pas parce qu'elles seront de nature à combustion, c'est-à-dire chaudes parce qu'elles seront de nature à combustion, mais parce qu'elles auront un taux vibratoire tellement élevé que le corps matériel ne pourra pas les sentir. Autrement dit, le froid et le chaud de l'énergie ne sera pas une condition matérielle de l'énergie. Et l'homme pourra utiliser ces énergies-là et les faire passer dans différents éthers et les utiliser de plusieurs façons. Donc, il aura la capacité de faire intervention avec ces énergies-là contre les forces, les énergies qui existent déjà sur la Terre. Par exemple, si l'homme veut changer, par exemple, le plomb dans un autre métal, il fera vibrer cette énergie-là qui sera en lui, et la vibration de cette énergie-là, à cause de sa radiation, changera le taux vibratoire du plomb. Et l'homme pourra l'arrêter, ce taux vibratoire-là, là où il voudra, là où il aura la consistance qu'il a besoin. Et l'homme pourra faire ça avec tous les éléments. C'est pour ça qu'on dit que l'homme pourra contrôler la nature. Aujourd'hui, l'homme est obligé de se servir des éléments parce que il n'est pas capable de contrôler le froid et le chaud. D'ailleurs, l'homme ne sait pas ce qu'est le froid et le chaud. Il a une interprétation qui est suffisamment juste du froid et du chaud. Il sait que le chaud est le produit de l'activation moléculaire de la matière, que le froid est la réduction de cette activité-là. Mais il y a un autre froid et un autre chaud qui se situe en dehors de la phlogistonnie magnétique de la matière. Et ça, c'est au niveau du double. Et l'homme, en manipulant le froid et le chaud à ce niveau-là, pourra créer des différentiels vibratoires, et ce sont ces différentiels vibratoires-là qui, appliqués au niveau de la matière, pourra la changer à volonté. Pourrait-on dire qu'il deviendra un alchimiste accompli? Il sera un alchimiste. Il sera ce que les alchimistes aujourd'hui rêvent.
Il sera un scientiste. Autrement dit, il aura la science de la matière parce qu'avec son double, il pourra pénétrer dans la matière, il pourra pénétrer dans l'atome, il pourra connaître. Parce que le double, vous savez, le double, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le double, ce n'est pas une conscience unitaire. Le double, c'est l'agrégat très, très vaste de toute l'expérience d'une planète ou de toute l'expérience d'une galaxie. Donc, le double, c'est la compression dans un champ de force d'une énergie qui a déjà été vécue auparavant. Le double d'un homme représente... C'est pour ça que pour réellement comprendre l'évolution, qu'est-ce que ça veut dire l'évolution, il faut étudier la descente, les lois de la descente du double dans les planètes. Le double représente, cosmiquement parlant, la totalité de l'expérience d'une planète ou d'une galaxie. Alors, il y a des êtres qui ont des doubles qui possèdent énormément d'expérience. Il y a des êtres qui ont des doubles qui possèdent moins d'expérience, mais tous les doubles ont la même vibration. Donc, tous les doubles peuvent comprendre, échanger l'énergie de leur expérience. C'est pour ça que j'insiste tellement à faire comprendre à l'homme que l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence comme on pense. Si les gens peuvent en arriver un jour à se sévérer, à se couper de la conception de l'intelligence pour entrer dans l'énergie qui, manifestée à travers le double et imprimée sur le cerveau, devient ce qu'on appelle, nous, les hommes de l'intelligence, à ce moment-là, les hommes pourront commencer à comprendre les mystères de l'énergie. Si les hommes, demain, ont accès à leur double, ils vivront l'énergie, ils la comprendront, ils la manipuleront, et les mystères de l'énergie n'existeront qu'en fonction de l'appropriation que le double doit donner à la planète existante. Autrement dit, si le double doit donner tant de connaissances à la planète, le double ne peut pas donner plus de connaissances à la planète parce que déjà, la quantité d'énergie qu'il donne à la planète fait partie de son intelligence. Donc, un double ne donnera jamais plus d'informations à une civilisation que la civilisation en a besoin. Sans ça, ça détruirait la civilisation. Alors, l'homme ayant conscience de la nature de l'intelligence en tant que force énergétique qui pénètre, qui rentre dans le double, qui est transformé par le double, parce que le double, dans le fond, c'est un transformateur d'énergie cosmique. Et une fois que cette énergie-là passe par l'homme et que l'homme est libéré astralement, à ce moment-là, cette énergie qui est intelligente et créative fait ce qu'elle doit faire parce que le double la contrôle. Et l'ego, lui, l'homme, la canalise, il la manifeste. C'est pour ça que dans la nouvelle évolution, au cours de l'évolution de la 6e race, de la race supramentale, l'homme ne pourra pas vivre seulement sur le plan matériel. Il sera obligé de vivre sur le plan matériel, il sera obligé de vivre dans l'éther, parce que c'est dans l'éther qu'il travaillera, mais c'est dans le plan matériel qu'il canalisera cette énergie. Mais l'homme aujourd'hui est habitué à vivre seulement sur le plan matériel. Demain, il vivra sur les deux plans en même temps. Mais pour vivre sur les deux plans en même temps, il faut qu'il n'ait pas d'astralité, parce que l'astralité, tant qu'elle n'est pas exorcisée du double, colore l'intelligence de l'homme. Donc, si elle colore l'intelligence de l'homme, elle colore ses émotions. Et si elle fait ceci, l'homme ne peut pas avoir accès à son double parce que le double, la vision de son double, le détruirait, c'est-à-dire créerait un choc dans l'émotionnel et dans le mental et rendrait l'homme dingue. C'est pour ça que les anciens disaient, quand l'homme voit Dieu, il meurt. Autrement dit, quand l'homme voit la lumière de son double, s'il n'est pas préparé par son double, il meurt. C'est pour ça qu'il y a toujours eu dans l'esprit de l'homme, il y a toujours eu cette sorte de rivalité entre les grandes écoles ésotériques et les écoles un peu moins ésotériques. Puis on disait tout le temps, mais comment ça se fait qu'il y a des secrets? Pourquoi est-ce qu'il y a des secrets? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas? C'était comme ça dans le passé. Tandis qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'effondrement des écoles ésotériques parce qu'elles
elles ont servi et elles vont servir de moins en moins, mais elles doivent servir encore un peu jusqu'à temps que l'homme arrive à la fin du cycle, prenne conscience du double et à ce moment-là réalise de sa propre expérience pourquoi il ne peut pas connaître la différence entre sa réalité et la réalité de son double. Et comme il ne peut pas connaître la différence entre sa réalité et la réalité de son double, il opte pour sa propre réalité qui n'est pas fonctionnelle créativement, mais qui n'est simplement qu'une projection dans l'espace-temps d'une quantité d'informations ramassées dans sa mémoire par le truchement du double à travers son cerveau, mais toujours sous le conditionnement de son émotion et de sa mémoire antérieure, soit personnelle ou celle de l'humanité. Et il y a une expérience assez intéressante dans ce domaine-là. Une personne qui se conscientise le moindrement ou une personne qui commence à vivre la transmutation et qui prend un livre, n'importe quel livre, les livres les plus ésotériques, n'importe quoi, et qui lit ce livre, elle s'aperçoit à un certain moment qu'elle perd intérêt. Elle n'est plus intéressée. Elle ne vibre plus au livre comme elle aurait vibré auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'astralité qui lui a été enlevée. Et c'est le fait qu'il y a eu de l'astralité qui lui a été enlevée qui enlève à l'ego le plaisir de la lecture pour remplacer dans son cerveau sa mémoire par une vibration qui vient du double. Et à un certain moment, si l'homme avance encore un peu plus dans son expérience, à un certain moment, le double va lui dire « c'est pas important ça », ou « ça c'est important », ou « ça devrait être écrit comme ça », ou « ça devrait être expliqué comme ça ». Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme n'est plus influencé par les lectures, qu'il peut lire, mais que ce qu'il lit est simplement un support matériel pour son esprit qui est moins astralisé afin que son double puisse contrôler sa mémoire. Et plus la mutation se fait, plus le double contrôle la mémoire. Puis éventuellement, la superimposition est trop grande, donc il n'y a plus de mémoire subjective. Il y a de la mémoire, mais il n'y a plus de la mémoire qui peut être ramenée par l'ego à volonté comme il le faisait auparavant, ce qui lui donnait sa grande intellectualité. Et à ce moment-là, l'homme commence à entrer dans l'intelligence créative et le dos s'imprime, jusqu'à temps que la fusion soit totale. Une fois que la fusion est totale, à ce moment-là, ton paraclet, il est descendu dans la matière. L'esprit est dans la matière. Le double est actif sur la Terre, la nouvelle civilisation commence. Cette énergie qui pourrait transformer le plomb, peut-elle aussi être utilisée par l'homme du futur pour transformer le vivant, pas strictement la matière inerte? Non. Quand je parle de matière, je parle de tout. Cette énergie transforme tout. La preuve, c'est que avec cette science qui découlera de la liaison entre le double et l'homme créera sur la Terre des systèmes de téléportation. Alors, qu'est-ce que c'est un système de téléportation? C'est un système qui permet à l'énergie primordiale d'être enregistrée parfaitement dans le double pour que le double puisse se servir d'elle afin de recataloguer l'homme atomiquement. La téléportation, c'est recataloguer l'homme. Autrement dit, au lieu de projeter l'homme dans les esters astraux, on projette l'homme dans l'éther et on le reconstruit dans un autre temps de l'éther. Alors, quand l'homme aura accès à son double, il aura accès à l'énergie, donc il aura accès à l'intelligence, donc il aura le pouvoir de l'énergie, donc il aura le pouvoir de reprogrammer la matière. La téléportation, c'est un phénomène de reprogrammation parfait qui permet à l'homme d'être reconstitué comme il était auparavant dans un autre espace. Mais il faut que l'homme soit intelligent scientifiquement avant de pouvoir utiliser des objets comme ça, parce que sinon, il pourrait créer des problèmes énormes. Imaginez-vous aujourd'hui si les Russes avaient un téléporteur ou si Castro avait un téléporteur chez eux, on retrouverait des Cubains tout partout. On retrouverait des fous, des maniaques, des voleurs, et on se garderait, nous, seulement les êtres qui sont bons communistes. Et les autres, qui sont revisionnistes ou qui sont ceci ou cela, on les projetterait aux États-Unis, à New York, et on les projetterait dans les endroits où ils sont susceptibles de faire le plus de mal au capitalisme. Vous comprenez comment faire? Alors, c'est subtil. Alors, il y a tout un enchaînement d'événements. Et quand on va dans les terres et qu'on regarde la portée extraordinaire sur l'évolution du téléporteur,
Parce que le téléporteur, c'est l'objet qui révolutionnera le déplacement dans l'espace. Et comme c'est un objet extrêmement puissant dans sa fonction de civilisation, il faut que cet objet soit contrôlé sous le contrôle d'hommes qui sont en contact véritable et total avec leur double. C'est pourquoi ces objets-là, même si la science de ces objets-là est extrêmement simple, cette science ne peut pas être donnée à l'homme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui empêche la science de sortir et d'être canalisée à travers l'homme, à travers l'ego? C'est le double. Alors, quand le double dit « c'est pas le temps », c'est pas le temps. Quand même l'homme, en tant qu'ego, dirait quoi que ce soit, c'est pas le temps parce que l'intelligence doit passer par le double et s'imprimer sur l'ego. Alors, c'est le mouvement contraire. La science de demain, c'est une science qui est cosmique. C'est-à-dire que c'est une science qui n'est pas régie par l'être humain. C'est une science qui est régie par un gouvernement invisible, qui est établi, qui est donné à l'homme pour l'évolution des cultures qui existent encore sur la Terre et qui doivent évoluer de plus en plus jusqu'à temps que l'homme entre au stage de l'homme-esprit durant la 7e race, où ces races qui restent aujourd'hui dans le monde ne seront plus, parce que l'homme déjà sera totalement conscient. Mais en attendant, il faudra qu'il y ait des êtres sur la Terre dans différentes stations humaines qui auront des vies doubles, qui auront une vie matérielle, une vie très simple, normale, qui n'apparaîtront pas à l'homme comme étant différents, quoi que ce soit. Ce sont des êtres totalement balancés, mais qui auront des fonctions sur l'autre plan, fonctions qui feront partie de la nouvelle évolution de la Terre, du contact entre l'homme et les extraterrestres, et l'homme et la régence planétaire, l'homme et l'homme, ainsi de suite. L'homme demain, l'homme à la fin du 20e siècle, 22e siècle, doit totalement être sous le contrôle de sa civilisation. C'est lui qui doit dominer l'évolution future de la planète. Les extraterrestres ne peuvent pas venir sur la planète ici quand ils veulent. Ils doivent venir quand l'homme veut. Mais pour que l'homme veuille, pour que l'homme puisse contrôler les entrées et les sorties de ces civilisations, il faut qu'il y ait d'établis sur la Terre, dans un certain royaume éthérique, des êtres qui ont le pouvoir de contrôler la conférence. Et le contrôle de la conférence se fait par télépathie. Et cette télépathie, elle est universelle. Donc, l'homme choisit, fait venir ceux qu'il veut, mais il peut le faire parce que déjà, l'homme, dans son double, est extraterrestre. Alors, l'homme étant déjà dans son double extraterrestre, vient déjà d'autres planètes. Donc, l'homme connaît déjà les lois et le protocole des conférences. Et connaissant, comprenant les lois des protocoles des différentes conférences, comprenant sa relation avec les différents hommes qui sont dans cette même énergie, pourra facilement reconnaître le régent planétaire, et c'est le régent planétaire qui dictera l'entrée et la venue de la science cosmique sur la Terre. Alors, tout ce qui se manifeste présentement sur la Terre en termes de phénomènes extraterrestres, c'est un phénomène d'oubli. Autrement dit, les hommes qui ont nui à l'évolution antérieure de l'évolution de l'homme pendant la période des Atlantes, sont obligés de revenir aujourd'hui sur la Terre pour préparer le terrain. Autrement dit, les extraterrestres qui viennent aujourd'hui ici sont sujets à la loi karmique de leur planète et non de la nôtre. Et c'est pourquoi il y a de ces phénomènes. Mais c'est assez intéressant, parce que ces phénomènes sont oubliés presque par l'humanité, excepté par un certain nombre, mais ce sont toujours des phénomènes qui ne sont pas conclusifs au niveau gouvernemental, au niveau national, au niveau des Nations unies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de droit. Et pourquoi ils n'ont pas de droit? Parce que leur seule fonction, c'est de corriger le karma qu'ils ont créé dans le passé lorsqu'ils se sont présentés à l'homme et qu'ils ont agi sur la Terre contre les conventions de leur conférence. Les extraterrestres ou les hommes, je déteste ce mot, les hommes, E.T. von Home, les hommes qui viennent de ces planètes ont un rôle à jouer, ils ont des conventions. Et il y a des civilisations qui sont beaucoup plus près de l'homme que d'autres, parce qu'il y a des civilisations qui sont moins renégades que d'autres. Il y a des civilisations qui sont plus près de la lumière que d'autres. Et lorsqu'il y a eu des erreurs dans le passé, à Sodome et Gomorrhe, par exemple, ces erreurs doivent être corrigées parce que la loi du karma, moi je déteste le mot karma, je l'emploie parce qu'il sert, mais je l'expliquerai, je l'ai déjà expliqué dans une autre dimension. La loi du karma, c'est une loi de mémoire.
C'est une loi d'intelligence. Et un être cesse d'avoir du karma lorsqu'il a la pleine intelligence. Donc, s'il fait une erreur, il n'a pas pleine intelligence, donc il a karma. Et c'est pourquoi l'homme a beaucoup de karma sur la Terre. Parce que l'homme n'est pas dans son intelligence, parce que l'homme ne vit pas la fusion du double. L'homme n'exerce pas sur le plan matériel la volonté et l'intelligence du double, qui est une volonté et une intelligence parfaite. Donc, l'homme est obligé de récolter du karma, donc il est obligé au niveau de l'âme de revenir au niveau des cycles d'évolution. Et les extraterrestres aussi sont obligés de récolter ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de revenir ici, apparaître ici et là, faire des impromptus virages à gauche et à droite, ou projeter ou aller chercher quelqu'un dans son astral et le faire entrer dans leur machine, pour créer sur la Terre une certaine confusion, parce que ça fait partie de leur karma. Tandis que, après le cycle, lorsque le cycle sera révolu, ce ne seront plus des extraterrestres qui viendront sur la Terre. Ce sont des êtres de lumière qui viendront sur la Terre. Des êtres qui n'auront pas besoin de vaisseaux pour être sur la Terre, mais des êtres qui pourront se servir de vaisseaux pour laisser la Terre. Alors, le mouvement, après le cycle, c'est que ce ne seront pas des extraterrestres qui viendront sur la Terre par vaisseau. Ce sont des êtres sur la Terre qui se serviront de vaisseaux pour partir. Et ça, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on va dire, ben oui, mais d'où est-ce qui vient? Et ça, c'est subtil, là. L'homme comprendra demain que les voyages intersidéraux ne se font pas par l'espace. Les voyages intersidéraux se font par le biais de l'éther. Et qu'est-ce que c'est l'éther? L'éther, c'est un monde, c'est une dimension qui est unidimensionnelle. C'est-à-dire que dans l'éther, il n'y a pas de hauteur et d'épaisseur, de longueur et de largeur. L'éther, c'est un monde qui est unidimensionnel. Et l'unidimensionnalité de l'éther permet au double de correspondre instantanément avec toute forme d'intelligence et s'approprier instantanément toute forme dont il a besoin pour revenir à l'intelligence et non jamais revenir à une planète. Donc, le double est installé géographiquement dans une unidimensionnalité sur une planète. Ici, la fusion est faite. Et ensuite, s'il a besoin de systèmes de transport pour retourner d'où il vient, il l'a fait venir. Donc, les hommes vont avoir l'impression que les extraterrestres viennent vers la Terre, lorsqu'en fait, ce seront les hommes qui iront vers la galaxie. Vous comprenez? En tout cas. Et le temps? Pardon? Et le temps? Le temps, c'est assez intéressant. Dans le temps, il y a 5 dimensions. Dans le temps, il y a la dimension fixe. La dimension fixe, c'est celle que nous connaissons sur le plan psychologique parce que nous pensons. Donc, nous pensons, et comme nous pensons, nous sommes obligés de donner de l'émotivité à notre pensée. Et comme nous donnons de l'émotivité à notre pensée, nous donnons une fin et un commencement à tout ce que nous faisons ou à tout ce qui se fait, à tout mouvement, autrement dit. Ensuite, il y a le temps qui est prépondérant. Le temps qui est prépondérant, c'est le temps qui est intelligible au niveau du double, mais qui est questionnable au niveau de l'esprit, parce que au niveau de l'ego ou de l'homme planétaire, parce que l'homme planétaire n'a pas la patience de vivre le temps du double. Le temps du double est beaucoup trop long pour lui. Alors, c'est un temps qui est prépondérant parce qu'il est exercé contre, il est imposé à l'ego. Pourquoi? Pour transmuter le corps astral, pour ralentir le corps mental, pour faire la fusion. Ensuite, il y a le temps atomique. Le temps atomique, c'est quoi? Le temps atomique, c'est cette vibration de l'atome qui permet au double de pénétrer à volonté dans la conscience atomique de l'atome afin de se servir des corridors éthériques qui sont très, très subtils et très fluides pour se promener ou se projeter ou se déplacer à volonté dans les éthers du cosmos, ce qui permet au double de voyager à volonté sans impunité contre les astéroïdes, et ainsi de suite, comme il y aurait impunité si l'homme le ferait avec un corps astral. Ensuite, il y a le temps galactique qui est géré par ce que nous appelons les grands êtres, les fils créateurs, et ainsi de suite. Alors, le temps galactique, c'est un temps qui est contrôlé par ces intelligences-là pour permettre que la galaxie ne tourne pas trop vite,
Parce que si la galaxie tourne trop vite, il se produit trop de friction entre la matière de la galaxie et l'éther. Et s'il y a trop de friction entre la matière de la galaxie et l'éther, il se crée une sorte de nébulosité entre ces deux plans et il y a énormément de possibilités d'électrification des deux champs de force et automatiquement, il y a des explosions et c'est ça qui crée ce que vous appelez les trous noirs. Ensuite, il y a un cinquième temps qui ne fait pas partie de notre monde et qui ne fait pas partie de notre galaxie. C'est un temps qui fait partie de l'organisation extrêmement vaste des super-univers. Et ce temps-là, il est régi par des êtres qui ne viennent jamais à aucun niveau dans les espaces éthériques des planètes. Ce sont des êtres qui demeurent totalement en dehors des temps inférieurs et ce sont ces êtres-là qu'on appelle les grands Alephes. Et ces grands Alephes-là sont de l'intelligence, parce qu'il ne faut pas confondre ces êtres-là avec de l'être-té. C'est de l'intelligence, mais de l'intelligence qui peut prendre la forme dont ils ont besoin pour canaliser l'énergie cosmique qui existe, parce que ces êtres-là sont énergie cosmique, mais pré-personnifiée. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois le besoin, le désir, la volonté, la capacité de créer parce qu'ils sont obligés de maintenir dans le cosmos suffisamment d'énergie pour qu'eux puissent se reconnaître à travers les différents éthers qui font partie de la conscience atomique des différents plans. Donc, c'est à ce moment-là que certains êtres sur ces plans sont étudiés, essaient de comprendre ces êtres-là, et c'est là que commence ce qu'on appelle la science du divin oratoire. La science du divin oratoire étant une science qui permet aux êtres les plus évolués de la galaxie, les êtres les plus en dehors du temps inférieur que connaît l'homme planétaire ou les espèces biologiques, de comprendre ce que nous appelons la mécanique de Dieu. Pas Dieu. Dieu n'existe pas. La mécanique de Dieu existe. La mécanique divine existe, mais pas Dieu. Et lorsqu'ils comprennent la mécanique divine, la mécanique de l'organisation atomique de la conscience de ces rayons, de ces alephes, à ce moment-là, ils sont dans une position beaucoup plus avantageuse pour construire, pour projeter dans le temps inférieur à ce temps-là des conditions d'évolution, des conditions de programmation, des conditions de concrétisation de matière que nous appelons la création. Quel est le lien de parenté entre les différents niveaux vibratoires ou les différents niveaux d'intelligence? Il n'y a pas de lien de parenté, il y a des liens d'expérience. Il y a des intelligences qui ont énormément d'expérience, d'autres ont moins d'expérience. D'ailleurs, tout dans le cosmos est mesuré au niveau de l'expérience. Il y en a un qui a dit « Je suis, le Fils est engendré du Père ». Il est le Fils du Père. Oui, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le Fils est engendré du Père. Quand on dit que le Fils est engendré du Père, on dit que l'homme planétaire est engendré par l'homme cosmique, autrement dit le double. Le Père du Christ était son double. Alors, quel est le lien de parenté? Le lien de parenté n'existe pas. Le lien de parenté n'existe que dans la symbologie sémantique des mots employés en parabole dans son temps. Il n'y a pas de lien de parenté. Et c'est là, d'ailleurs, que l'utilisation du lien de parenté a créé dans la masse humaine une émotivité spirituelle qui a permis de créer une religion. Sinon, il n'y aurait pas eu de religion, il y aurait simplement eu une métaphysique cosmique. C'était trop tôt. Pour créer une religion, il faut de l'émotion. Pour créer une métaphysique cosmique, il faut aucune émotion. Alors, les mots bien employés par le double à travers l'homme planétaire ont créé la religion. C'était très intelligent. On s'aperçoit donc que dans tous les niveaux, dans tous les plans, il y a toujours deux attitudes, celle d'aller vers plus haut ou celle d'aller vers plus bas ou celle d'aller vers les alephes primordiaux en limitant dans notre espace et en s'étirant dans le temps, si on veut, ou alors d'aller dans le sens contraire en se concrétisant dans un espace et en se limitant dans le temps. L'esprit est moins limité dans le temps que n'est le corps. Oui, mais ça fait partie ça fait partie du conflit entre l'involution et l'évolution. Ça fait partie des différentes temporalités. Dans le passé, nous avons été obligés de nous concrétiser dans le temps parce que nous devions développer les corps subtils, le corps matériel, les corps nécessaires pour éventuellement vivre la fusion. Sinon, nous n'aurions jamais vécu de fusion. Alors, c'était essentiel. Dans le mouvement opposé, dans le mouvement qui va vers la glorification de l'atome, à ce moment-là, nous sommes obligés de retourner à la source, c'est-à-dire de comprendre les lois de l'énergie. Retourner à la source, ça veut dire comprendre les lois de l'énergie, in the meantime. Je vous dis ça en passant. Alors, comme retourner à la source veut dire comprendre les lois de l'énergie et non retourner à Dieu, homme cosmique, sur-homme, autrement dit, homme non tendu, non sous-tendu par les lois inférieures de la création.
Parce que dans la création, il y a des lois inférieures comme il y a des lois supérieures. Le double se fout comme dans l'an 40 de tout ce qui a été créé matériellement dans la galaxie, parce que pour lui, ce n'est pas la forme de la galaxie qui compte, c'est la conscience atomique de la galaxie. Tandis que pour l'homme qui vit sur le plan matériel de la galaxie, à ce moment-là, la galaxie est très importante pour lui. Donc, l'homme a intérêt à développer une science matérielle qui convient à son image matérielle et à l'image matérielle de la galaxie. Mais lorsque l'homme entrera en contact avec le double, à ce moment-là, son intention sera différente. Parce que l'homme ne sera plus intéressé nécessairement à convenir avec les lois de la création ou le taux vibratoire de la matière tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, il sera capable, il sera maître à volonté d'instruire l'atome à sa volonté, qui sera la volonté du double, mais passer à travers l'homme planétaire comme étant être fusionné. Et à ce moment-là, l'homme pourra changer le cosmos. C'est pour ça qu'après le cycle, la conscience planétaire sera totalement autre. Si une montagne n'est pas à la bonne place, l'homme sera obligé de la faire disparaître. L'homme pourra restructurer et reconditionner sa planète, comme l'homme sera obligé de faire disparaître les requins des océans. Parce que les requins dans les océans font interférence avec l'évolution future de l'humanité, surtout des races inférieures, pas de l'homme cosmique, mais des races inférieures. Et comme l'océan doit être utilisé plus tard parce que l'océan fait partie du monde double de la vie, à ce moment-là, les hommes seront obligés de neutraliser l'activité biologique planétaire très, très inférieure de ces engins de vie qu'on appelle les requins. Mais aujourd'hui, nous avons des sentiments, nous voulons protéger les requins, c'est normal, parce que nos sentiments sont de bons sentiments, et c'est très important que l'homme, tant qu'il a karma, tant qu'il a quelque chose à vivre au niveau de l'expérience de l'âme, c'est très important que l'homme respecte le royaume animal. Mais lorsque l'homme sera conscientisé, lorsqu'il sera dans la conscience totale, il aura le droit, la capacité de régir sur les royaumes. À ce moment-là, les espèces qui dans le passé ont servi à l'écologie, mais qui, dans le futur, nuiraient à l'humanité inférieure, devront être totalement disposés. Bernard, j'ai une question quand même qui a de l'air curieuse, mais l'histoire des requins, ça me fait rire, parce que l'homme pourra agir sur l'état de requin. Pas tous les hommes. C'est pour ça que je vous dis, la science. Dans le futur, il y aura deux humanités. Il y aura une humanité extrêmement savante, extrêmement scientifique, extrêmement avancée, l'humanité contactée, ayant contact avec l'invisible. Mais il y aura des millions d'êtres qui ne feront pas partie de cette humanité. Ces êtres-là iront se baigner en Floride. C'est ça. Et 1983, année de partage, c'est déjà commencé le mouvement de ceux qui vont se révéler à eux-mêmes le contact avec leur double, et de ceux qui se ferment ou qui ne veulent rien savoir de ça. Oui, mais ça, c'est normal. Il y a, à tous les années, à tous les jours, il y a des hommes dans le monde qui prennent contact avec leur double, qui s'habituent petit à petit à se parler à eux-mêmes, ça s'ajuste, ça s'ajuste. Il y en a naturellement qui ferment la porte parce qu'ils ont peur, c'est normal, parce que parler avec son double, c'est pas nécessairement plaisant au début. Mais avec le temps, ceux qui ont la vibration le feront, et ceux qui ne l'ont pas mourront. Et on ne peut pas sympathiser avec les morts, mais on peut applaudir les vivants. Je reviens à l'histoire des requins, parce que les requins ont été créés d'une nature très spéciale, puis dans un but précis, puis je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, on va falloir laver les requins des océans, étant donné qu'on pourra agir sur le mental des requins pour les empêcher d'être agressifs comme ils le sont. Oui, mais je viens vous dire, il y aura des hommes, dans le futur, il y aura des villes construites dans la mer, les hommes devront se déplacer dans la mer. Les requins, bon, il y a deux raisons pour lesquelles les requins ont été institués. La première raison pour laquelle ils ont été institués, c'est parce qu'ils ont la capacité de réellement vidanger les océans. Et la deuxième raison pour laquelle ils ont été institués, c'est parce que les requins dans l'astral sont des hommes. Et les requins dans l'astral étant des hommes, à un certain moment dans l'astral, ces hommes astraux auront fini leur cycle, ils seront déplacés, ils seront éliminés par la lumière qui viendra à la fin du cycle, et aussitôt qu'eux seront éliminés, les requins dans la matière disparaîtront. Nous avons difficulté à comprendre que l'homme, que ce qui existe dans la matière existe dans l'astral, à un niveau plus ou moins évolué. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont capables de voir le requin dans l'astral, le requin, la forme, la condition astrale du requin dans la matière. Mais ceux qui peuvent le voir peuvent voir très bien que ce sont des hommes qui sont très, très peu évolués. Et ils seront éliminés de l'astral parce que ça fait partie du travail qui se fait sur les plans par la hiérarchie.
Et lorsqu'ils ne seront plus dans l'astral, à ce moment-là, le requin sur la planète disparaîtra automatiquement parce que le contact astral avec le biologisme du requin sera coupé. D'où la disparition spontanée de certaines races animales sur la Terre. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire si... Je ne peux pas aujourd'hui vous expliquer la mécanique de la disparition des races sur la Terre. Peut-être qu'un jour je le ferai. La raison pour laquelle je ne peux pas le faire, c'est parce que je dois continuer à protéger certaines conventions humaines. Les hommes sont des êtres qui sont très, très facilement influençables par leur propre interprétation de certains faits. Donc, les hommes doivent être protégés de savoir certaines choses pour qu'ils n'interprètent pas mal certaines choses, pour qu'ils puissent se maintenir dans un équilibre en relation avec le monde matériel. Mais si vous étudiez très bien, si vous regardez le phénomène des petits animaux dans le Nord, les phoques, d'un point de vue occulte, c'est très intéressant. Mais il faut avoir accès à ces mondes-là pour comprendre ce qui se passe ici. Parce que ce qui se passe dans la matière est toujours l'aspect terminal de ce qui se passe dans l'invisible. Il n'y a rien qui se passe dans la matière qui n'est pas déjà exécuté ici, sur l'autre plan. Et une fois que les hommes auront accès à ces plans-là, ils verront, ils comprendront très bien ce qui se passe sur la matière. Donc, ils ne souffriront plus de ce qui se passe dans la matière. Ce qui se passe présentement dans la matière, c'est l'invasion de la planète Terre des mini-ordinateurs. Les VIT. Allez. On les a fait à notre image et à notre ressemblance. Ils pensent comme on pense, ils réagissent comme on réagit. C'est en cours de la programmation. Ils sont programmés. C'est de la programmation. Comme l'être humain est programmé. Il n'y a pas sur la Terre encore d'ordinateurs qui valent la peine d'être parlés. Alors justement, sur le plan matière, c'est la fin, la terminaison de ce qui se passe sur les plans de l'invisible, comme vous nous disiez tantôt. Oui, la Terre est en train aujourd'hui de récolter les dernières inventions qui sont dans l'astral. Si vous allez dans l'astral, si vous allez dans les archives de l'astral, vous verrez dans les archives de l'astral qu'il y a des inventions, et ces inventions correspondent à ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y en a plus tellement beaucoup. L'astral, c'est la mémoire, et les ordinateurs... L'astral, c'est la mémoire de l'humanité. Et aussi, c'est le rapport entre l'âme et l'humanité. Vous voulez savoir qu'est-ce qui va être produit l'an prochain à Noël? Bien, allez dans l'astral, vous allez le voir, il est là. Maintenant, à vous entendre parler de cette possibilité que l'être humain évolue, on parle d'évolution, on voit très mal l'arrivée d'une troisième guerre mondiale avec les conflagrations qu'on parle dans les prophéties. Je n'ai jamais parlé d'une troisième guerre mondiale. Je ne parle pas comme ça. On dit Je ne l'ai pas parlé comme ça. J'ai dit que la fin du cycle, c'est la fin du cycle. La fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle, l'humanité doit vivre un choc. Le choc est dans les événements mondiaux. Moi, je ne peux pas dire... personnellement, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas ou j'aimerais mieux qu'il y en ait. Ça ne me dérange pas tellement, personnellement. Mais pour l'humanité, c'est très important que l'homme vive certains événements parce que le choc des événements va ouvrir ses centres. L'homme ne peut pas vivre l'ouverture des centres psychiques à moins qu'il soit un homme qui a un mandat particulier sur une planète où le double se fusionne. Mais l'homme a besoin de choc parce que l'homme a une mémoire. Et c'est la mémoire de l'homme qui rempire l'état de l'homme sur la Terre. La mémoire de l'homme n'améliore pas la situation de l'homme, elle le rempire. Elle le fait progresser, mais elle le rempire parce qu'elle rend possible des inventions qui viennent de l'astral, autrement dit de la mémoire de l'humanité, et automatiquement l'homme finit avec des engins de guerre qui sont réellement destructifs. Donc l'homme, à un certain moment, n'est plus capable de contrôler l'énergie astrale contenue dans ses forces. Et à ce moment-là, il vit le karma de ses inventions. C'est pourquoi je regarde d'un œil assez vous voyez, je ne peux pas le dire. Je regarde d'un œil ce qui se passera demain.
Vous avez déjà dit dans une conférence passée que tout ce qui monte redescend. Tout ce qui est vécu émotivement et mentalement par l'homme contre les lois de la lumière, qui sont les lois de son double, doit être revécu par l'humanité, revécu par l'homme qui fait partie de l'humanité, donc accumulé au cours des siècles, donc créant un karma mondial. Y a-t-il toujours donc, pour la condition de l'homme de 1983, la dualité entre le choix matière ou esprit? Non, la dualité entre la matière et l'esprit, c'est une dualité spirituelle. Il ne doit pas y avoir de dualité entre l'esprit et la matière. La matière et l'esprit doivent former un, tout. Mais les religions et les mysticismes et les différentes philosophies spirituelles de l'ancienne humanité ont séparé la spiritualité de la matière. On a créé un ciel et on a créé la terre. Et c'est contre les lois de l'évolution. La matière doit être spiritualisée, c'est-à-dire que la matière doit être élevée à un taux vibratoire qui coïncide avec la volonté du double pour qu'il y ait lumière sur la terre. Donc, il faut qu'il y ait une totalité, une réunion totale entre la matière et l'esprit, autrement dit, entre la matière et le double. Toute dualité, toute séparation, c'est de l'astralité, c'est un infâme mensonge contre l'esprit de l'homme. Et c'est un mensonge qui plaît à tout le monde, parce qu'on se dit, bon, on va aller au ciel ou on va se spiritualiser, parce que sur la terre, ce sont des cochons. Mais ça, c'est rationaliser l'évolution, c'est rationaliser la réalité, et c'est nous plonger dans l'irréalité de l'astral de l'homme, à travers nos pensées, nos émotions. La planète Terre doit être... D'ailleurs, la planète Terre, c'est une très grande planète, une très belle planète. Cette planète doit être exorcisée de l'astral et elle doit être remplie éventuellement par la lumière du double, par la lumière de l'homme et amenée à un niveau de civilisation qui coïncide avec d'autres civilisations qui existent dans la galaxie. Alors, la dualité entre la spiritualité et la matière fait partie de l'ignorance de l'humanité, de l'ignorance des religions, de l'ignorance des philosophies, mais coïncide avec la nécessité morale, éthique, civilisatrice des anciens temps de l'homme. Il est évident que l'homme, il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, comme il était très loin de son intelligence, comme il était encore dans son astralité, même jusqu'au 19e siècle, à un très haut niveau, que l'homme fut dirigé et donné des coordonnées. C'est la fonction d'ailleurs des religions et des philosophies. Mais lorsque l'homme entre dans les terres, lorsqu'il entre dans l'intelligence du double, lorsqu'il prend conscience des lois de l'évolution, des lois de son esprit, des lois de sa matière, des lois de son âme, de sa mémoire, lorsqu'il prend conscience du mystère de l'homme, du mystère de la planète, du mystère de la vie à tous les niveaux, à ce moment-là, il est évident qu'il doit réconcilier la matière avec l'esprit. Et la matière, un jour, sera réconciliée avec l'esprit. Et lorsque la matière sera réconciliée avec l'esprit, nous aurons une civilisation ici qui dépassera par de très grandes coudées ce que les Atlantes auront mis sur pied il y a 12 000 années. Avec quelle énergie les Atlantes ont-ils réussi à mettre cette grande civilisation? Les Atlantes ont simplement été donnés des trucs. On fait beaucoup de tralala avec les Atlantes. Les Atlantes ont été donnés des trucs qui sont des trucs très simples vus du point de vue cosmique. Ils ont été donnés des trucs. Et ces trucs leur ont servi, et ce n'est pas tous les Atlantes. Excusez-moi, quand on parle des Atlantes, on a l'impression que c'était toute une nation qui avait le pouvoir sur la matière. Il y avait une hiérarchie en Atlantide. Il y avait des maîtres, il y avait une hiérarchie, il y avait des prêtres, il y avait des gens qui contrôlaient tout ceci. Et ce sont ces gens-là qui étaient dans le pouvoir, et le pouvoir était distribué à travers des courants éthériques vers la civilisation, vers la population, vers les vaisseaux qui volaient dans ce temps-là. Mais ce n'étaient pas les individus eux-mêmes qui avaient le pouvoir, il leur était transmis. Tandis que demain, le pouvoir sera dans l'homme, il ne sera pas transmis. La différence entre les Atlantes ou la 4e race et la 6e, c'est que les Atlantes étaient les esclaves des forces cosmiques. Demain, l'homme sur la Terre rendra cosmique la conscience de sa planète et délivrera complètement l'humanité contre l'ancienneté de la mémoire des anciennes races. Donc l'homme n'aura plus jamais un iota à raconter dans son futur de sa relation avec les dieux. Lui sera le Dieu. L'homme sera maître sur le plan matériel, comme il sera totalement conscient dans l'éthérique. Si les hommes de la 4e race de l'Atlantide étaient des esclaves, c'est donc qu'il y avait des maîtres qui maintenaient ces hommes dans l'esclavagisme. Comme les maîtres ont toujours maintenu les hommes dans l'esclavagisme. Se peut-il que bientôt encore se manifestent ces maîtres qui voudront continuer à maintenir la main Ils sont là, ils sont déjà dans le monde. Ils sont déjà dans le monde.
Et ce sont eux qui se partagent présentement Voilà, l'humanité. très juste. Montrez-moi une secte, je vous montrerai un maître qui se sert de l'homme. Montrez-moi une secte. Montrez-moi un homme qui est adulé, adoré par les hommes, quel que soit son niveau de spiritualité ou son fantasme spirituel. Je vous montrerai un homme qui domine les hommes. Si je vous montre avec un miroir un Bernard de Montréal, Si vous me montrez, je n'ai pas d'ambition telle que ceci. Ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est de parler au monde. J'aime beaucoup parler. Ça, c'est mon plaisir. Mais je n'aime pas être suivi. J'aime parler, j'aime qu'on me revoie. J'aime avoir des amis. J'aime socialiser avec les hommes. Mais je n'aime pas qu'on me suive. Je n'aime pas être suivi. Mais j'aime beaucoup parler. mais pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de conférences, de séminaires, de... Parce que je parle beaucoup, j'ai beaucoup à dire. Je n'ai même pas commencé. Mais vous-même, vous devenez le portrait robot de l'homme de demain qui pense sans mémoire, qui transmet de l'information intelligente, sans préjugés, sans... Oui, mais ça fait partie de ma vie. Donc, vous devenez un chef de file de toute façon. Je suis un chef de file dans ce sens que je représente un peu ce que l'homme sera demain. Oui, mais ça, c'est universel. Je ne suis pas le seul homme sur le plan matériel qui fonctionne dans cette même vibration. Il y en a d'autres qui fonctionnent dans la même vibration, qui se rapprochent de leur double. Je suis peut-être plus près de mon double que les hommes en général, mais les hommes vont vers leur double. Donc, plus les hommes iront vers leur double, plus les hommes verront, parleront dans leur science, dans leur domaine vibratoire, comme moi. L'homme que vous connaissez à Ottawa qui est très intelligent, trop intelligent et qu'on met sous les couvertes, est-il lui aussi en relation avec son double? Non. Non. C'est un homme qui est très intelligent par la voie de son évolution, par la voie de l'évolution de son double. C'est un homme qui ne peut pas être trop traumatisé par l'expérience. C'est un homme qui fonctionne à l'intérieur de certaines limites psychologiques et cette intelligence suffit à son travail. S'il allait trop loin dans la conscience de son double, il ne pourrait pas faire ce qu'il fait aujourd'hui. Dans un certain nombre d'années, oui, mais aujourd'hui, il ne peut pas. Donc, il est maintenu à l'intérieur de certaines règles psychologiques qui lui permettent de faire un travail que moi, je conçois comme un travail extrêmement particulier et extrêmement bien fait, avec énormément d'énergie. Mais il a une intuition. Autrement dit, il a une forme d'intelligence, cet homme, qui bouleverse beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a une question génétique dans la capacité d'un être, un peu comme le destin du requin, c'était quelque chose, le destin de l'homme, il y a aussi quelque chose de génétique? Bon, si vous me demandez s'il y a une question génétique, je vais vous dire toujours la même chose. Tout commence dans le mental, descend dans l'émotionnel, descend dans le vital, descend dans le physique. Alors, le génétique, c'est simplement la condition matérielle pour l'absorption de la capacité vibratoire. Hein? Il ne faut pas tomber dans la niaiserie scientifique, biologique ou génétique que le génétique dans l'homme, c'est ce qui détermine l'homme. Le génétique est déterminé, est prédéterminé dans les éthers. Il est établi là et il est enfin, éventuellement, concrétisé dans la matière. Alors, c'est comme si vous regardez un embryon ou si vous regardez des spermatozoïdes ou des ovules et que vous regardez un gars de 6 pieds avec les cheveux blonds et un génie, c'est évident qu'il n'y a pas de relation entre les deux. C'est au niveau de l'éther que la relation existe, ce n'est pas au niveau de la matière. Mais comme vous nous disiez, la matière est la finalité C'est de la la descente. finalité. D'ailleurs, c'est le plus beau phénomène de la création, c'est la création de la matière. L'énergie qui devient matière, c'est le plus beau phénomène de la création parce que c'est le phénomène qui permet à l'intelligence cosmique de se rappeler qu'elle est plus puissante dans son devenir que dans le statu quo de son éternité. C'est pour ça que Dieu est beaucoup plus intelligent à se perfectionner qu'à être.
Et lorsque il y a cette finalité dans la matière, peut-on dire que l'être humain qui vit dans un corps biologique a subi et subit les influences des différents éthers qui, eux aussi, se manifestent sur les plans planétaires. De là l'influence ou l'importance de l'astrosophie ou astrologie. C'est-à-dire que l'être humain, l'être biologique humain est maintenu en permanence par le rapport continu et l'échange continu sur le plan génétique de sa matière. C'est la génétique de la matière qui permet au corps matériel de demeurer. Mais au niveau de l'esprit, l'être humain peut être de toutes sortes. Il y a des êtres humains sur la Terre qui viennent de telle partie de la galaxie, d'autres êtres qui viennent de telle partie de la galaxie, d'autres qui sont très évolués, d'autres moins évolués, mais qui, une fois incarnés dans un corps matériel, sont régis par les lois de la génétique matérielle de ce corps-là. Et il y a des êtres demain qui auront la capacité de transmuter leur matière. Et à ce moment-là, mais automatiquement, le lien entre la cinquième race, qui a toujours existé avec la quatrième et la troisième, sera brisé. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y aura sur la Terre un gouvernement ou qu'il y aura une population sur la Terre qui sera totalement intouchable, c'est-à-dire qui aura accès à l'invisible, et une population qui sera totalement matérielle. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la génétique, d'ailleurs, ça va très loin, la génétique, la mécanisation de la génétique, si on regarde du point de vue cosmique, parce que la génétique, c'est la façon dont se sont servies les forces cosmiques pour maintenir sur la Terre la forme humaine. Alors, elle était très, très bien construite, la génétique, mais aussi, lorsque ces forces voudront neutraliser l'humanité, arrêter l'évolution surnuméraire de l'humanité, ces forces le feront par le mental de l'homme. Et à ce moment-là, l'homme pourra, par son mental, neutraliser l'activité ovulaire et spermatozoïdale dans ses relations sexuelles. Un homme peut, par le mental, totalement neutraliser cette activité-là, donc il ne peut pas donner naissance à travers une femme à un enfant. Parce que c'est le double qui contrôle effectivement la génétique. Si les hommes fonctionnaient comme ça, ils n'auraient pas besoin de pilules ou de tous ces étranges objets qui se servent pour contrôler la contraception. Y a-t-il effectivement sur le plan matériel, y a-t-il effectivement sur le plan biologique une relation à faire avec les influences planétaires? C'est très intéressant l'affaire des influences planétaires. D'abord, les influences planétaires, c'est intéressant parce que l'homme a été dit que les planètes ont sur lui une influence, mais c'est subtil, là. Les planètes ont une influence sur l'homme dans le sens que les planètes ont été utilisées par les forces astrales comme système de géographie pour donner à l'homme une correspondance psychologique entre la matière ou sa vie et ces planètes-là. N'oubliez pas que quand un astrologue ou une personne qui travaille dans ces sciences, ou même un médium, quand il travaille avec ces sciences, n'oubliez pas que c'est le matériel qui est dans son esprit qui donne de la valeur à ce qu'il fait. C'est toujours dans la tête que ça commence. Donc, si dans la tête de l'homme, on lui a dit, mais écoute, Vénus, c'est la planète de l'amour, Mars, c'est la planète de la guerre, Pluton, c'est la planète de ci ou de ça. À ce moment-là, l'homme demeure avec cette impression-là, et ceci lui sert de philosophie, lui sert de système, et ceci fait partie de son éducation, ceci fait partie du développement psychologique de son histoire, et ainsi de suite. Mais lorsque l'homme entre dans la fusion, lorsque l'homme vit le contrôle du double sur son mental, lorsque l'homme vit la superimposition du double sur son mental, à ce moment-là, Vénus, c'est plus nécessairement la planète de l'amour. Mars, c'est plus nécessairement la planète de la guerre, parce qu'à ce moment-là, l'homme est obligé de parler un langage qui est différent. Alors, qu'est-ce que c'est Vénus pour un homme qui est dans une autre intelligence ou qui est dans un autre rayonnement de l'énergie de l'intelligence? Vénus, c'est une caserne, c'est un œuf à l'intérieur duquel il y a suffisamment d'espace pour maintenir dans cet espace planétaire toutes les réserves de l'énergie mentale de l'humanité. Donc, des êtres qui viennent d'une autre planète et qui veulent s'instruire, par exemple, de la conscience planétaire des humains
Ils ont simplement à ajuster leur cerveau électronique, qui ne sont pas électroniques, mais leur cerveau, leurs ordinateurs, sur une fréquence qui coïncide avec la vibration vénusienne et ils savent exactement ce qui se passe dans le cerveau des hommes. Donc, Vénus, c'est une réserve bancaire du mental humain. La Lune, c'est une autre chose, ainsi de suite. Mais on voit toujours selon ce que l'on sait. Et on sait selon ce que l'on voit. Et on comprend selon ce que l'on voit et ce que l'on sait. Et on s'aperçoit à un certain moment qu'on ne sait rien, qu'on peut voir beaucoup de choses, mais qu'on n'en sait jamais assez parce que tout est infini. Donc, à ce moment-là, on prend l'attitude normale de l'homme conscient de ne pas essayer de comprendre. Que tout est su et que le double nous instruit quand c'est le temps. C'est plus simple de cette façon-là. Ben oui, c'est plus simple parce qu'à ce moment-là, s'il faudrait, en tout cas, moi, si je sais très bien en tant qu'individu, dans mon expérience personnelle, s'il faudrait que je pense à ce que je sais ou à ce qui m'a été dit depuis 13 ans, je serais obligé d'aller coucher chez vous en dessous du portier. Autrement dit, j'irai à la grande bâtisse et je me rentrerai moi-même, mon cher. Mais dans vos derniers propos de la dernière heure, vous avez justifié d'une certaine façon l'alchimie. Vous venez de justifier d'une certaine façon l'astrosophie de Steiner plutôt que l'astrologie à la gomme. Il faudrait peut-être parler maintenant de justifier la Kabbale qui est aussi très près de ce qu'est l'ordinateur. On peut justifier n'importe quoi parce que tout sert. Ce que je dis quand je parle, si je parle d'astrologie ou d'alchimie ou de quoi que ce soit, tout ce que je dis, c'est que j'interviens pour dire, bon, mais à un certain moment, l'homme dépassera ses marches. L'homme ira plus loin parce que l'homme qui est planétaire et qui a eu besoin de ces belles sciences, au lieu de se servir de sa mémoire ou de la mémoire de l'humanité, se servira de son double. Donc, à ce moment-là, il est évident qu'il n'aura plus besoin de l'alchimie ou de l'astrologie telle qu'il la voit, telle qu'il l'a connue. Il connaîtra les choses qui seront, une fois expliquées, probablement astrologiques ou alchimiques, mais pour lui, ce sera une science. Pourrait-on dire que le Christ était l'alchimiste idéal, le kabbaliste idéal et l'astrologue Oui, mais ça, c'est de la idéal? spiritualité, ça. Naturellement, le Christ, le Nazaréen, pour nous, les hommes de la civilisation européenne, c'est le plus grand des Manitou. Donc, on veut lui donner tous les jobs possibles. Mais il n'y a pas de spiritualité On dans veut la qu'il soit Kabbale. Pardon? Il n'y a pas de spiritualité dans la Kabbale, il n'y a pas de spiritualité dans l'astrologie, puis il n'y a pas de spiritualité dans l'alchimie. Il s'agit de... Il y a de la spiritualité dans mental. toutes les formes de connaissance humaine, mon cher. Dans toutes les formes de connaissance. Il n'y a aucune forme de connaissance à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de spiritualité. Et même les messages de Bernard. Non, moi, je n'ai pas de spiritualité parce que je ne suis pas un homme spirituel. Mais ça devient quand même une connaissance pour les hommes. Ça devient à ce moment-là spiritualisé par eux, pas par moi. C'est pas moi qui spiritualise ce que je dis, ce sont les hommes qui spiritualisent ce que je dis. Je ne peux pas être responsable du péché des autres. L'occasion qui fait le larron pareil. Oui, l'occasion fait le larron, mais le larron, c'est toujours s'en défaire s'il ne se met pas lui-même sur la croix. Merci Bernard.